Aujourd'hui, le prix du gaz a explosé de 45%. La majorité des citoyens pensent que ce n'est qu'un titre de journal lointain. Mais dans quelques mois, lorsqu'ils verront l'inflation dévorer ce qu'il reste de leur épargne et les usines de leur région fermer leurs portes, il sera mathématiquement trop tard pour réagir. La smart money, elle, ne se laisse jamais surprendre. Elle sait déjà que l'arrêt du gaz qatari vient de condamner 6 pays européens avec une précision chirurgicale. Face au plus grand transfert de richesse de cette décennie, il n'y a que deux camps, ceux qui vont payer la facture et ceux qui ont vu le coup d'avance. Voici la carte exacte de l'effondrement qui se prépare. Chapitre 1. L'anatomie du désastre, l'effet domino. Bienvenue dans la nouvelle réalité énergétique mondiale. Le prix du gaz naturel vient d'exploser de 45% en quelques heures, déclenchant un vent de panique sans précédent sur les places boursières. Mais ce gros titre sensationnel cache une vérité macroéconomique beaucoup plus sombre et terrifiante que les médias traditionnels refusent d'aborder. La hausse des prix n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que l'Europe n'a physiquement plus de quoi faire tourner son économie. Cette crise n'est pas symétrique. Une augmentation tarifaire d'une telle violence ne frappe pas un hub technologique rempli de bureaux de la même manière qu'elle détruit une nation bâtie sur l'industrie lourde et la sidérurgie. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est à une véritable fracture géographique et financière du continent européen. L'Europe est sur le point de se scinder brutalement en deux catégories, ceux qui peuvent encore payer et ceux qui vont devoir s'éteindre. Lorsque le Qatar a été contraint de stopper ses exportations de gaz naturel liquéfié, il n'a pas seulement retiré des millions de molécules du marché mondial. Il a instantanément détruit l'illusion d'une solidarité et d'une sécurité énergétique européenne. Face à la pénurie physique qui s'annonce, les traités politiques ne valent plus rien. C'est désormais la loi du plus fort, et chaque nation va devoir se battre pour sa propre survie industrielle. La smart money et les algorithmes de la haute finance ont déjà compris cette mécanique impitoyable. Les grands fonds d'investissement, hedge funds, ne parinent pas à la baisse sur l'Europe dans son ensemble. Ils ciblent avec une précision chirurgicale les obligations souveraines et les secteurs industriels des pays les plus vulnérables à cette coupure. Ils savent exactement où la chaîne va casser en premier. Pour comprendre où les milliards d'euros vont s'évaporer dans les semaines à venir, nous ne devons pas regarder les discours politiques, mais la carte physique des stocks de gaz naturel. Les données ne mentent jamais. Et les niveaux de réserves actuels dessinent la carte exacte du désastre qui vient de commencer. Dans cette vidéo d'urgence, nous allons disséquer les 6 zones de l'effondrement européen. Nous allons révéler pourquoi les moteurs de l'Europe sont à sec, comment l'inflation va ravager le sud du continent, et pourquoi l'Occident tout entier vient de tomber dans un piège mortel face à l'Asie. Si vous détenez des euros ou si votre emploi dépend de l'économie européenne, ce qui suit est l'avertissement le plus important de l'année. Préparez-vous. Le compte à rebours industriel a déjà commencé, et la première victime est le cœur même de notre continent. Chapitre 2. Le moteur calé. L'effondrement de l'Allemagne et de la France. Nous commençons notre autopsie par le cœur industriel de l'Europe, le bloc franco-allemand. La situation comptable de ces deux puissances est, à ce jour, mathématiquement terrifiante. Alors que nous sortons tout juste de la saison hivernale, ces deux nations regardent littéralement le fond de la cuve, avec un de leurs réserves stratégiques de gaz naturel se sont effondrées à un seuil critique, oscillant dangereusement autour des 20% de capacité. Pour l'Allemagne, qui est le moteur économique absolu du continent, ce chiffre n'est pas une simple statistique. C'est une condamnation à mort industrielle. Le modèle économique allemand tout entier a été bâti pendant des décennies sur une seule prémisse. Une énergie abondante et extrêmement bon marché pour alimenter ses usines chimiques, ses constructeurs automobiles et ses fonderies d'acier. Sans ce carburant, la machine s'arrête net. L'Allemagne avait parié sa survie sur les importations de GNL maritime pour remplacer le gaz russe perdu des années auparavant. Mais sans les livraisons qataries, les usines géantes de la vallée de la Ruhr se retrouvent face à des fermetures obligatoires. On ne peut pas faire fondre de l'acier ou synthétiser des engrais agricoles avec des promesses politiques. Le manque de gaz physique force la désindustrialisation immédiate de la première économie européenne. La France, de son côté, s'est longtemps crue totalement immunisée contre ce genre de crise grâce à son immense parc de centrales nucléaires. C'est une erreur de jugement fatale qui va coûter très cher. L'énergie nucléaire produit de l'électricité, c'est un fait, mais elle ne peut en aucun cas remplacer les molécules de gaz physique qui sont strictement nécessaires aux procédés industriels à haute température ou à la pétrochimie française. Lorsque le gaz vient à manquer, l'industrie lourde française s'effondre exactement à la même vitesse que sa voisine allemande. De plus, la ligne des 20% de réserve n'est pas un coussin de sécurité confortable.
Dans l'ingénierie gazière, c'est la pression minimale absolue requise pour maintenir les gazoducs opérationnels et éviter que le réseau national ne s'effondre sur lui-même par manque de pression physique. La smart money a déjà lu ses bilans énergétiques désastreux. C'est la raison pour laquelle les investisseurs institutionnels vendent massivement à découvert, shorting, les indices boursiers industriels comme le DAX allemand ou le CAC 40 français. Les marchés n'attendent pas la faillite pour réagir, ils l'anticipent. Le moteur de l'Europe n'a pas seulement calé, il est en train de se gripper définitivement de l'intérieur. Mais si le bloc franco-allemand souffre d'un mal industriel, notre prochaine cible fait face à un cauchemar social direct. Plus au sud, une autre économie majeure de la zone euro est sur le point d'être foudroyée par son exposition toxique aux hydrocarbures du Moyen-Orient. Chapitre 3. La ligne de front, le piège de l'Italie. Si l'Allemagne est le moteur calé, l'Italie est incontestablement la ligne de front de ce désastre énergétique. L'exposition de Rome à cette crise spécifique du Qatar est la plus élevée de toute la zone euro. L'Italie ne s'est pas contentée de diversifier ses approvisionnements, elle a bâti sa récente stratégie de survie en devenant l'un des plus grands importateurs directs de gaz qatari du continent, absorbant près de 7 milliards de mètres cubes par an. Avec les terminaux de liquéfaction de Ras Laffan brutalement gelés, l'Italie fait face à un déficit physique immédiat et colossal qui ne peut être masqué par des astuces comptables. Les navires méthaniers sur lesquels Rome comptait pour passer les prochains mois ne viendront tout simplement pas. C'est une rupture nette de la chaîne d'approvisionnement, supply chain, qui frappe de plein fouet l'une des économies les plus endettées d'Europe. Mais la crise industrielle n'était que la moitié du cauchemar pour la péninsule italienne. La véritable horreur macroéconomique réside dans la structure même de son parc immobilier résidentiel. L'Italie possède l'un des stocks de logements les plus anciens et les moins efficaces sur le plan énergétique de toute l'Europe de l'Ouest. Le pays est rempli de ce que les experts appellent des passoires thermiques. Lorsqu'un choc énergétique fait exploser le prix de gros du gaz de 45%, le citoyen italien absorbe ce choc presque instantanément à travers des factures de chauffage stratosphériques. Contrairement à des pays mieux isolés, la fuite d'énergie est permanente. Ce fardeau financier détruit le pouvoir d'achat des ménages du jour au lendemain, transformant une crise énergétique en une récession de la consommation domestique d'une violence extrême. Le gouvernement italien se retrouve alors pris dans un étau mortel. D'un côté, il doit observer la destruction de la demande intérieure. De l'autre, s'il décide de subventionner massivement les factures de gaz pour éviter des émeutes sociales, il fait exploser le déficit public. Et c'est exactement ce que redoutent les marchés financiers internationaux, qui surveillent la dette souveraine italienne comme le lait sur le feu. L'économie italienne est une bombe à retardement obligataire. Avec un secteur productif écrasé par les coûts énergétiques et un État forcé de s'endetter pour acheter une paix sociale précaire, les fonds d'investissement préparent déjà leur portefeuille à une vente massive d'obligations italiennes. La hausse du gaz n'est que l'étincelle, la dette est la véritable poudrière. Pourtant, c'est cette onde de choc qui détruit le Sud a pris naissance beaucoup plus au nord. Pour comprendre comment la contagion tarifaire se propage à la vitesse de la lumière à travers tout le continent, nous devons nous rendre dans le véritable cœur battant de la spéculation gazière européenne. Chapitre 4. L'épicentre de l'onde de choc, Belgique et Pays-Bas. Nous arrivons maintenant au cœur du réacteur financier européen, la Belgique et les Pays-Bas. Ces deux nations ne sont pas de simples victimes, elles sont l'épicentre absolu de la crise. Amsterdam abrite le TTF, le marché virtuel principal où se fixe le prix du gaz. Chaque pic de panique sur ce marché virtuel devient instantanément un cauchemar physique continental. Le bond de 45% d'aujourd'hui est littéralement né sur ces écrans de trading. Être le courtier de l'Europe est généralement un avantage financier massif en temps de paix. Cependant, en période de pénurie absolue, cette position centrale se transforme en un piège mortel. Le mécanisme de fixation des prix du TTF est d'une brutalité mathématique absolue. Ce marché dicte les factures énergétiques de centaines de millions de citoyens européens sans aucune empathie. Les traders, assis à Amsterdam, assistent actuellement à l'effondrement de la chaîne d'approvisionnement en direct. Ils n'ont d'autre choix que de faire monter les enchères pour sécuriser les derniers volumes. Cela crée un vortex financier qui aspire littéralement la richesse des pays voisins. Les chiffres rouges sur les écrans se traduisent directement par des faillites d'entreprises réelles. La financiarisation extrême de l'énergie montre aujourd'hui son visage le plus destructeur et cynique. La Belgique, de son côté, contrôle des infrastructures portuaires critiques pour la survie du continent. Le port de Zeebrugge est la principale porte d'entrée physique du gaz liquéfié vers l'Europe du Nord. Les navires en provenance du Qatar s'y amarrent traditionnellement pour nourrir la machine industrielle allemande. Sans ces livraisons continues, cette infrastructure colossale et hyper moderne devient totalement inutile. Des milliards d'euros ont été investis dans des usines de regazéification qui tournent désormais à vide.
La réalité physique de ces quais déserts est bien plus terrifiante qu'un graphique boursier. Le chef-d'œuvre logistique de l'Europe est actuellement privé de son carburant le plus essentiel. L'ironie la plus cruelle est que les Pays-Bas et la Belgique détruisent leur propre industrie. Les prix stratosphériques qu'ils fixent pour l'Europe s'appliquent immédiatement à leurs propres usines locales. L'agriculture néerlandaise, lourdement dépendante des serres surchauffées, fait face à une menace existentielle ce matin. Les géants de la chimie belge sont contraints de stopper leur production car l'équation devient intenable. Ils sont les maîtres incontestés du marché énergétique, mais ne peuvent protéger leurs propres économies. Fixer le prix le plus haut signifie subir localement l'inflation la plus dévastatrice du continent. Le mécanisme de tarification européen est devenu une machine redoutable de destruction économique interne. La smart money surveille les volumes d'échanges sur le TTF avec une attention clinique. Les investisseurs savent qu'une telle volatilité signale une pourriture systémique dans les fondations européennes. Le capital intelligent n'attend pas que les politiciens annoncent la crise à la télévision. Les fonds spéculatifs vendent déjà à découvert les entreprises dépendantes des réseaux belges et néerlandais. Ils calculent le moment exact où les coûts opérationnels dépasseront définitivement les marges bénéficiaires. Cette approche mathématique et froide leur permet de profiter massivement de la paralysie industrielle. Le TTF diffuse essentiellement le calendrier en temps réel du déclin économique européen. Les politiciens promettront inévitablement des plafonds tarifaires pour calmer des populations terrifiées et en colère. Cependant, le marché sait pertinemment qu'un plafonnement ne produit pas magiquement plus de gaz physique. Si le prix du TTF est artificiellement baissé, les navires internationaux navigueront simplement vers l'Asie. On ne peut pas tromper la chaîne d'approvisionnement mondiale avec des décrets législatifs régionaux. Les Pays-Bas et la Belgique sont coincés entre la pression politique et l'implacable réalité logistique. Ils doivent laisser les prix exploser, ou ils feront face à des coupures d'électricité physique. Il n'y a aucun compromis possible lorsque l'offre mondiale est fondamentalement brisée. Alors que l'épicentre brûle, l'onde de choc irradie vers chaque nation interconnectée du réseau. Les prix extrêmes fixés à Amsterdam contaminent instantanément les réseaux électriques de la France et de l'Allemagne. Cette interconnexion a été conçue pour partager la prospérité, mais elle distribue aujourd'hui la ruine financière. Le marché européen de l'énergie fonctionne exactement comme un jeu de dominos mortels. Quand le TTF néerlandais bondit de 45%, l'inflation de tout le continent s'envole. C'est un choc économique synchronisé qui ne laisse aucune nation occidentale à l'abri. L'épicentre exporte efficacement et brutalement la stagflation vers ses alliés les plus proches. Pendant que l'Ouest riche encaisse ce coup financier historique, une autre région affronte la dévastation. Les Pays-Bas et la Belgique subiront des pertes industrielles, mais ils possèdent de profondes réserves financières. En se déplaçant vers l'Est, la crise mute d'un problème d'entreprise à une urgence sociale absolue. Les signaux tarifaires envoyés depuis Amsterdam s'apprêtent à frapper des nations avec beaucoup moins de richesse. Ce qui représente une compression de marge à l'ouest se traduit par une pauvreté pure à l'est. L'onde de choc voyage maintenant vers des économies qui opèrent déjà sur le fil du rasoir. Examinons de plus près la bombe à retardement terrifiante de l'Europe centrale et orientale. Chapitre 5. La bombe à retardement. L'Europe centrale et de l'Est. En déplaçant notre regard vers l'Est, nous pénétrons dans une zone de fracture radicalement différente. La Pologne, la Hongrie et la République tchèque font face à un désastre d'une autre nature. Leurs économies sont fortement industrialisées, mais leurs amortisseurs financiers sont infiniment plus petits. Le pic de 45% frappe ces nations avec une force brutale et totalement disproportionnée. Elles ont passé des décennies à essayer de rattraper le niveau de vie de l'Europe occidentale. Cette soudaine crise énergétique menace d'effacer tous ces progrès économiques en une seule nuit. La disparité des richesses au sein de l'Europe est sur le point d'être exposée très cruellement. La nature même de leur dépendance énergétique aggrave considérablement leur vulnérabilité macroéconomique. Bon nombre de ces pays manquent cruellement des immenses infrastructures portuaires de la Belgique ou de l'Espagne. Ils sont souvent situés à l'extrémité absolue du réseau de gazoducs européen. Lorsque le gaz se raréfie, la pression chute bien avant d'atteindre leurs frontières nationales. Ces nations sont contraintes d'acheter du gaz sur le marché au comptant au pire moment possible. Cette vulnérabilité logistique fait d'eux le maillon le plus faible de la chaîne continentale. La réalité physique impitoyable de la géographie est en train de les punir très sévèrement. La véritable horreur de cette crise se lit directement dans les portefeuilles des citoyens ordinaires. Une facture de gaz astronomique pourrait forcer un citoyen néerlandais à annuler ses vacances annuelles. Pour un travailleur à Varsovie ou Budapest, cela signifie choisir entre se chauffer et se nourrir. L'inflation importée depuis le TTF ronge leur salaire à une vitesse absolument terrifiante. Ce n'est pas un simple ralentissement économique, c'est un appauvrissement foudroyant de la classe moyenne.
La smart money perçoit cette chute de la consommation comme un signal d'alarme rouge écarlate. Le commerce de détail dans ces pays est sur le point de s'effondrer de manière spectaculaire. Lorsqu'il n'y a pas assez de gaz pour tout le monde, la solidarité européenne disparaît instantanément. Les nations occidentales riches surenchériront naturellement pour sécuriser les derniers approvisionnements disponibles. Munich et Paris ont la puissance financière pour payer la prime de 45% sans broncher. Prague et Budapest ne peuvent tout simplement pas s'aligner sur ces offres désespérées du marché ouvert. Cela signifie que le gaz coulera physiquement vers l'ouest, laissant l'est dans le froid glacial. C'est une lutte darwinienne impitoyable pour la survie énergétique au sein même de l'Union européenne. Le marché alloue froidement les ressources aux plus offrants, ignorant totalement les alliances politiques. Incapables de rivaliser financièrement pour obtenir du gaz, leurs usines seront les premières à fermer. Les équipementiers automobiles et les manufacturiers d'Europe centrale opèrent avec des marges extrêmement serrées. Un doublement des coûts énergétiques rend leur modèle économique entier complètement obsolète et non rentable. Les chaînes d'assemblage s'arrêteront, déclenchant une vague de licenciements massifs à travers toute la région. Cela détruit le moteur économique qui a fait de l'Europe de l'Est l'atelier du continent. Les investisseurs retirent déjà leurs capitaux, anticipant une récession profonde et extrêmement prolongée. Le processus de désindustrialisation sera ici beaucoup plus rapide et infiniment plus violent qu'ailleurs. Le désespoir économique engendre toujours une instabilité politique immédiate et incontrôlable. Les gouvernements de cette région sont terrifiés par les troubles sociaux que cette inflation va provoquer. Des populations désespérées exigeront des solutions que leurs dirigeants n'ont pas les moyens de financer. Cela crée un terreau fertile pour des crises politiques sévères et des paniques de la dette souveraine. Les fonds spéculatifs recherchent activement les signes de défaut souverains dans les nations les plus exposées. La crise énergétique se transforme lentement mais sûrement en une véritable crise de la dette souveraine. Les marchés financiers intègrent déjà dans leurs prix une déstabilisation sévère de toute la région. Le secteur bancaire local en Europe de l'Est est lourdement exposé à ces industries défaillantes. Quand les usines font défaut sur leurs prêts, le système bancaire encaisse un choc direct et massif. Cela crée un cercle vicieux de contraction du crédit, rendant la survie des entreprises impossible. La Banque centrale européenne observe ce stress bancaire localisé avec une anxiété absolument extrême. Une crise financière à l'Est se propagerait inévitablement vers le système bancaire occidental tout entier. Ensuite, la nature interconnectée de la finance européenne signifie qu'un défaut à l'Est blesse tout le monde. La smart money se couvre déjà contre ce scénario précis de contagion bancaire destructrice. La tragédie de l'Europe centrale est un symptôme localisé d'une guerre mondiale beaucoup plus vaste. Alors que l'Europe se déchire de l'intérieur pour du gaz, le véritable ennemi se trouve ailleurs. La bataille ultime n'oppose pas Berlin à Varsovie-Paris, mais oppose l'Europe tout entière à l'Asie. L'offre mondiale de GNL est fixe, et la demande des superpuissances est totalement inélastique. Nous devons prendre du recul pour comprendre les implications mondiales terrifiantes de cette pénurie. Le dernier chapitre de cette crise historique s'écrit actuellement sur les océans du globe. L'Europe s'apprête à affronter de plein fouet la puissance de feu financière des titans asiatiques. Chapitre 6. L'arène mondiale, le Royaume-Uni et la guerre asiatique. La contagion de cette crise énergétique ne s'arrête évidemment pas aux frontières de l'Union européenne. Malgré le Brexit et son statut insulaire, le Royaume-Uni est piégé dans ce même cauchemar. Le marché gazier britannique est profondément interconnecté au continent par des gazoducs sous-marins. Quand le TTF bondit de 45%, l'indice britannique suit le mouvement presque immédiatement. Londres ne peut pas protéger son économie de la pénurie mondiale par un simple décret politique. Les industries et les consommateurs britanniques paieront exactement le même prix atroce pour leur survie. L'isolement géographique n'offre absolument aucune protection contre un tel choc de la chaîne d'approvisionnement mondiale. La véritable nature terrifiante de cette crise se révèle sur les eaux internationales. Le gaz naturel liquéfié est une matière première mondiale, transportée par des navires voués aux plus offrants. Avec l'offre qatari soudainement hors ligne, les navires américains et australiens restants deviennent inestimables. L'Europe ne peut pas simplement exiger ces navires, elle doit les gagner dans une guerre financière. C'est une vente aux enchères mondiale où l'enjeu est la survie de nations entières. Le marché ne se soucie pas de l'histoire européenne, il ne réagit qu'au prix le plus élevé. Nous assistons à la marchandisation ultime de la sécurité nationale des États occidentaux. Pour survivre, l'Europe doit surenchérir sur la région la plus gourmande en énergie, l'Asie. La Chine, le Japon et la Corée du Sud dépendent lourdement du GNL pour alimenter leur mégalopole. Ils possèdent quand même des réserves financières colossales et un impératif stratégique absolu de faire tourner leurs usines. Quand l'Europe tente d'acheter une cargaison américaine d'urgence, l'Asie augmente systématiquement les enchères. Cela crée une spirale haussière dévastatrice qui détruit littéralement la compétitivité européenne.
Le pic de 45% n'est que la première salve de cette guerre transcontinentale impitoyable. L'Europe se saigne financièrement à blanc, dans le seul but de maintenir son statu quo énergétique. Les économistes appellent ce coût supplémentaire massif la prime de désespoir tarifaire. L'Europe est forcée de payer des prix exorbitants, non pas pour croître, mais pour éviter le blackout. Cette prime agit comme un immense aspirateur, siphonnant la richesse hors du continent européen. Des milliards d'euros sont transférés quotidiennement aux producteurs d'énergie américains et moyen-orientaux. Ce déficit structurel affaiblit la monnaie euro et enrichit massivement les conglomérats énergétiques étrangers. La smart money se positionne parfaitement pour capturer ce transfert de richesse mondiale inédit. Investir dans l'infrastructure énergétique mondiale est le seul moyen de profiter de ce désespoir européen. La victime ultime de cette guerre des enchères est la compétitivité industrielle de l'Europe. Une usine chimique intégrée en Allemagne ne peut tout simplement pas survivre si ses coûts triplent. Les concurrents asiatiques et américains, profitant d'une énergie locale moins chère, écraseront les exportations européennes. Les conseils d'administration prennent déjà la décision mathématique froide de délocaliser définitivement leur production. Des usines seront démantelées en Europe et reconstruites dans des régions offrant une énergie bon marché sécurisée. Ce n'est pas un ralentissement temporaire, c'est une désindustrialisation structurelle du vieux continent. Les emplois industriels perdus durant cette crise spécifique ne reviendront jamais sur le sol européen. Cette crise expose brutalement les immenses vulnérabilités de la stratégie énergétique européenne actuelle. Le continent a tenté une transition écologique sans sécuriser un réseau de secours de base fiable. S'appuyer sur des énergies intermittentes et du GNL importé a laissé le réseau exposé aux chocs mondiaux. Le marché punit violemment ce manque d'infrastructures physiques et de prévoyance stratégique fondamentale. Les panneaux solaires ne peuvent pas remplacer la chaleur industrielle massive requise par l'industrie lourde. Les marchés financiers réalisent que la politique européenne reposait sur une fragilité logistique extrême. Cette prise de conscience modifie de manière permanente le profil de risque des investissements en Europe. Pour l'investisseur avisé, les signaux macroéconomiques d'aujourd'hui sont d'une clarté absolument aveuglante. Détenir des actifs lourdement dépendants du complexe industriel européen est une stratégie hautement toxique. La smart money a déjà fait pivoter ses capitaux vers les matières premières et les actifs tangibles. Vous devez aligner votre portefeuille sur les dures réalités physiques de la nouvelle carte énergétique. Si l'Europe paie le prix fort pour survivre, vous devez posséder les entités qui vendent le remède. La protection naît de la compréhension que la sécurité énergétique est la nouvelle monnaie mondiale de référence. L'ordre financier mondial est en train d'être violemment redessiné autour de l'accès aux molécules physiques. L'ère de l'énergie bon marché qui garantissait la paix et la prospérité européenne est définitivement révolue. Nous entrons dans une décennie de concurrence féroce pour les ressources et de stagflation structurelle. La carte du désastre est désormais claire et la guerre des enchères a officiellement commencé aujourd'hui. Vous devez maintenant examiner votre propre épargne et vous poser une question d'une brutalité absolue. Croyez-vous que l'économie européenne puisse survivre à ce choc énergétique permanent et destructeur ? Ou bien assistons-nous à la fin définitive et irréversible de la suprématie industrielle occidentale ? Partagez votre stratégie macroéconomique dans les commentaires et abonnez-vous pour devancer la crise.